La campagne maltaise, faite de petites parcelles cultivées, séparées par des murets pour protéger des vents et garder l'humidité. Mdina, l'ancienne capitale de Malte. Pour débuter la journée, nous allons visiter le jardin botanique Saint-Anton, situé à Attar. Il a été fondé en 1882 par le gouverneur général Arthur Borton dans les jardins de la résidence des gouverneurs de l'île. Ne sont pas maltaises. Elles n'ont que le nom de maltaise, puisque les agrumes ont été amenés par les Arabes. Avant les Arabes, ils n'avaient pas d'agrumes. Par contre, ce sont les chevaliers qui faisaient le commerce. Iszett már a fliszpál, sírajt lódát inhál, kem nishtiqli qed forsi nipperswadik, jekk kelma natik, waqt li nżommlok idejk. Jien minnajt l-mħabba tiegħek. Le palais Saint-Antoine. Il a été commandé en 1625 par le grand maître de l'ordre de Malte, Antoine de Paule, pour lui servir de palais de campagne. Et c'est de ce jardin que venaient les oranges maltaises, données en hommage au roi de France et aux principaux souverains d'Europe, en compensation du faucon chasseur offert à Charles Quint, de qui les grands maîtres de l'ordre tiennent Malte. Pendant l'occupation française, Napoléon Bonaparte en fait le siège de l'Assemblée, de 1799 jusqu'à son départ en 1800. Puis l'occupant britannique réhabilite le palais pour en faire la résidence officielle du gouverneur de Malte. La reine Élisabeth II y séjourne lors de ses venues à Malte en 1954, 67 et 2005. Avec la République, le palais devient la résidence officielle des présidents de Malte. Mais ce jardin botanique reste une école d'agriculture. La fontaine du Grand Aigle. Et nous reprenons la route. Il pleut très peu à Malte. En moyenne 476 mm par an. Et les cultures ont besoin d'eau, bien sûr. On leur réserve donc l'eau des nappes phréatiques. Les besoins en eau de la population sont assurés par l'eau de mer dessalée. Nous sommes sur les falaises de Dingley.
l'île de Filfla. Au-dessus de ce magnifique panorama, la chapelle Sainte-Marie-Madeleine de Dingley. Elle date de 1640. Et nous reprenons la route vers Mdina, cucurbitacée, une hutte en pierre qui sert d'abri aux agriculteurs et aux bergers, la Girna maltaise. Mdina, la cité du silence. Silencieuse, elle pourrait l'être, avec sa faible population de 300 habitants et l'absence de véhicules motorisés entre ses murs. Mais les touristes sont là. Mdina a été aussi appelée ville noble, parce que pendant longtemps, ce sont les familles riches et nobles qui y vivaient. C'est avec l'arrivée de l'ordre de Malte en 1530 que l'importance de la cité a diminué au profit de La Valette, la capitale actuelle de Malte. La porte de Mdina, connue aussi sous le nom de porte Vilhena, est la porte principale de la ville fortifiée. Elle a été construite dans le style baroque en 1724. Aujourd'hui, la porte de Mdina est l'une des principales attractions touristiques de la ville. Elle a été incluse sur la liste des antiquités de 1925 et elle est désormais classée monument national de grade 1 et figure également sur l'inventaire national des biens culturels des îles maltaises. À l'époque médiévale, l'entrée de Mdina était protégée par 3 portes successives. Nous passons la porte du palais Vilhena. Il date de 1726. Bâti par l'architecte français Charles-François de Mondion sur la commande du 66e grand maître Antonio Manoel de Vilhena. Il abrite maintenant le musée d'histoire naturelle. Ah, mais voilà le Playmobil de Malte. Il ne peut être vendu qu'ici à Malte. Playmobil est l'une des plus grandes entreprises de l'île. Police Station. Le monastère Saint-Pierre. Son histoire remonte à 1418, lorsque les premières religieuses arrivent sur Malte. Nous sommes dans la rue Mesquita. La ville est un véritable dédale de ruelles étroites. Ce sont les Arabes qui ont introduit ces nouvelles techniques de plan d'urbanisme qui définissent encore aujourd'hui le caractère unique de Mdina. L'hôtel de ville. تيجي الورا دار مقال نسمع لك وترجع تهنقني انهص المحبة اللي وريتني متى كنت قاعدك هون نايد لك كم ينقرأ دا كله اللي علمتني. Depuis la place Tal Archiskov, nous pouvons voir un côté de la cathédrale Saint-Paul ainsi que le musée de la cathédrale. À l'origine, au début du XVIIe siècle, ce magnifique bâtiment baroque était un séminaire. C'est en 1969 qu'il est inauguré comme un musée, préservant une collection d'œuvres d'art et de trésors historiques. La cathédrale Saint-Paul,
L'horloge de droite indique l'heure, celle de gauche indique le jour et le mois. La Casa Gourgillon, la résidence néogothique d'un baron du XIXe siècle. Au centre, le Palazzo Santa Sofia. Son rez-de-chaussée a été construit en 1233. Ce serait le plus ancien bâtiment survivant de la ville. L'étage supérieur date du XXe siècle. Et la balade se poursuit dans les ruelles étroites. Il n'est pas surprenant d'apprendre que de nombreuses scènes du film Game of Thrones ont été tournées ici à Mdina. Dans cette série, Mdina représente Port-Réal, la capitale de Westeros. Depuis le haut des remparts, un magnifique panorama s'offre à nous. Mdina est perchée sur une colline au centre de Malte. Elle a été fondée par les Phéniciens en l'an 700 avant Jésus-Christ. C'est en raison de son emplacement stratégique sur la colline et éloignée de la mer que cette ville fortifiée est devenue la capitale de Malte jusqu'en 1530. Les remparts ont été édifiés par les Arabes, puis complétés par les chevaliers de l'ordre de Malte. Lorsqu'ils sont verticaux, c'est l'héritage arabe, et quand ils sont légèrement inclinés, c'est l'héritage des croisés. Nous sortons de la ville par la porte des Grecs. Elle se trouve dans les douves et seules les voitures qui en ont autorisation peuvent entrer ainsi dans Mdina. Nous sommes maintenant dans la ville de Rabat, ce qui signifie banlieue en arabe. L'église Saint-Paul de Rabat. C'est encore une église baroque. Elle est importante en raison de la grotte de Paul située en dessous. C'est l'un des mémoriaux et des lieux de pèlerinage de l'apôtre Paul. Il est inscrit à l'inventaire national des biens culturels des îles maltaises et en 2020, elle a été élevée au rang de basilique mineure. Maintenant, avançons tout droit jusqu'à la porte pour la visite des catacombes de Saint-Paul. Il s'agit d'un complexe de cimetières romains souterrains interconnectés qui était en usage jusqu'au 7e, voire 18e siècle de notre ère. Les premiers chrétiens créèrent ces cimetières car le droit romain interdisait d'enterrer les défunts dans les villes. Les catacombes de Saint-Paul représentent la preuve archéologique la plus ancienne et importante du christianisme à Malte. On y devine aussi des tables qui auraient servi aux agapes funéraires. Poursuivons notre visite de Rabat. Après avoir franchi l'arche sans porte de la façade de l'église Saint-Paul, nous empruntons le chemin piétonnier qui la longe. Des versets de la Bible ayant trait au naufrage de Saint Paul.
Comme partout à Malte, les beaux windows égayent les façades anciennes. On les doit aux artisans arabes et ottomans qui étaient nombreux à l'époque des chevaliers. Ils servaient surtout aux femmes de moucharabdi, mais ils gardent une fonction climatique régulatrice contre la chaleur et le vent. On les nomme ici galeria. Le casino Notabile. Il a été construit en 1886 pour servir de clubhouse aux Anglais. Pause déjeuner avec des pastas comme antipasti. Petit arrêt dans le parc artisanal de Takali sur la commune de Hattar. On peut y voir des artisans souffler le verre, fabriquer des céramiques, des miniatures en pierre, des sculptures sur bois ou des orfèvres en filigrane, comme ici, le travail des bijoux en argent. Et je repars avec mon pendentif et ma chaîne en argent ainsi que mes boucles d'oreilles. Et nous reprenons le bus pour la ville de Mosta. Nous allons visiter le sanctuaire Sainte-Marie de l'Assomption de Mosta. C'est une basilique mineure, c'est-à-dire qu'elle a des privilèges spécifiques, comme celui de célébrer des cérémonies marquant une union spéciale avec Rome. Elle a été bâtie au XIXe siècle par un architecte maltais sur le site d'une ancienne église. En fait, l'église d'origine est préservée et la rotonde est construite autour. L'architecte s'est inspiré du Panthéon de Rome. On ne peut visiter cette église sans citer le miracle de la bombe de Mosta. Le 9 avril 1942, lors d'un raid aérien allemand, une bombe de 500 kg transperce le dôme et atterrit au milieu d'une congrégation de plus de 300 fidèles venus pour la messe du soir. La bombe n'explose pas et ne fait aucune victime. Une réplique de cette bombe est désormais exposée dans la sacristie. Une autre bombe frappe également le dôme, mais rebondit et n'explose pas non plus. On devine encore ici dans le dôme la marque des réparations. Cette coupole est l'une des plus grandes au monde. Son diamètre intérieur est de 37,2 mètres. Et les murs, pour pouvoir supporter le poids de la rotonde, sont larges de plus de 9 mètres. Devant le sanctuaire, un abri anti-aérien a été restauré et on peut le visiter en commémoration à la Deuxième Guerre mondiale.